Grand dossier info week-end. On va peut-être un peu plus tard retrouver en direct d'Ukraine, mais ça n'est pas tout de suite, m'annonce-t-on à l'oreillette, l'un de nos envoyés spéciaux en Ukraine. Pourquoi ? Parce que l'image de la semaine, en tout cas du week-end, pour ce qui concerne le dossier russo-ukrainien, ce sont ces échanges de prisonniers. Ce sont des images qui sont à la fois poignantes et en même temps qui racontent beaucoup de ce que peuvent vivre les Ukrainiens civils qui ont été en détention. Vous savez que c'est la conséquence d'Istanbul et des négociations qui ont pour moitié abouti puisqu'elles n'ont pas entraîné de discussion sur un éventuel accord de cessez-le-feu. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui se déroule depuis 2 à 3 ans maintenant. Des libérations régulières de prisonniers. Cette fois-ci, le nombre est très important puisque 1000 prisonniers ukrainiens et 1000 prisonniers russes devraient être libérés de chaque côté. Pour en parler avec nous dans votre Club Info Week-end, j'ai le plaisir d'accueillir le général François Chauvency, consultant géopolitique, avec une petite paire de lunettes qui vous va très bien. Vos téléspectateurs vous connaissent, et nos téléspectateurs vous connaissent très bien. Bélig Nabli, bonjour à vous, ravi de vous accueillir. Vous êtes professeur d'université en droit public, auteur de cet ouvrage, Relations internationales, droit, théorie, pratique. Dieu sait qu'il est question de droit international en ce moment, piétiné à tous les étages de la fusée, si j'ose dire, en Russie, en Ukraine également, évidemment au Proche-Orient. On a avec nous Michel Fayad. Michel Fayad connaît bien le Proche-Orient dont on venait de parler à l'instant, mais là on va parler d'Ukraine et de Russie. Vous êtes analyste politique et géopolitique. Et puis Nathalie Schrin, française d'origine ukrainienne. Bonjour à vous, merci de nous avoir rejoint, membre de 4 associations ukrainiennes, dont des femmes ukrainiennes en France. Vous êtes une femme franco-ukrainienne en France. Je le disais, ce week-end, il est marqué en Ukraine par ces libérations de prisonniers. Et tout de suite, je voudrais qu'on prenne la direction de Tcherniv. La région de Tcherniv, c'est au nord de la capitale Kiev, non loin de la frontière avec la Biélorussie. Nous attend notre envoyé spécial Stanislas Poyet qui assiste à ces libérations. Bonjour à vous Stanislas, merci pour cette liaison qui est un peu difficile. Je sais qu'en fait, ces échanges sont contraints à de lourdes directives de sécurité. Vous ne pouvez pas tout faire. Il y a des choses que vous pouvez faire et ne pas faire. Mais voilà, cette liaison, elle existe. Vous avez assisté à ces premières libérations. Ce matin, 307 prisonniers de guerre supplémentaires de chaque camp ont été libérés. Et je crois comprendre que ce que vous avez noté, c'est que l'émotion est palpable et qu'elle est très, très grande, Stanislas. Oui, effectivement, les 307 soldats sont arrivés il y a moins d'1 heure dans la région de Tcherniv. Ils ont pu retrouver, pour certains, leurs familles qui les attendaient. Énormément d'émotions, évidemment, de la part des soldats, tout d'abord, qui sont arrivés enveloppés dans des drapeaux ukrainiens, la mine déconfite, marquée par des conditions de détention très, très, très difficiles, parfois pendant 3 années pour certains de ces soldats. Émotion aussi des familles, de celles qui ont retrouvé leurs proches après de longs mois, voire de longues années d'attente. Et puis émotion aussi des familles qui n'ont pas retrouvé leurs proches, qui sont venues quand même les bras chargés de photos avec à noter un numéro de téléphone à l'arrière dans l'espoir qu'un des soldats ait vu entreaperçu pendant la captivité un proche, un être aimé qui lui aussi a disparu. Alors on a vu, malgré la peine, malgré la fatigue, ces soldats prendre le temps de regarder une à une ces photos, de noter les numéros de téléphone, de garder les photos pour les garder avec eux, pour si jamais ils se souvenaient de quelque chose, pour satisfaire la curiosité de ces familles qui sont toujours dans l'attente. Alors voilà, beaucoup d'émotions, beaucoup de joie pour certains, mais aussi beaucoup de peine toujours, puisque la guerre continue. Merci infiniment à vous Stanislas Poyet, pardonnez-moi, et pour cette liaison en direct donc de la région de Tcherniv au nord de Kiev. Vous assistez à ces libérations de prisonniers. Il nous dit beaucoup de choses, Nathalie Schrin, de ces prisonniers qui sortent. On en a vu un certain nombre, près de 200 hier, 307 aujourd'hui, donc on devrait assister à cela pendant tout le week-end et donc jusqu'à demain dimanche. Moi, ce qui m'a frappé, c'est l'aspect, ces gens sont relativement âgés et puis sont cadavériques. On imagine les conditions dans lesquelles ils ont été détenus. Malheureusement, ça fait 10 ans qu'on nous en parle des conditions de rétention des soldats. Ils sont souvent mal nourris, pas soignés, pour certains torturés, pour certains
On a appris qu'ils sont même émasculés pour éviter d'avoir des enfants. Ça, vous le tenez d'informations précises parce que, oui, encore une fois, ce sont des accusations qui sont graves. Donc, si vous avez des informations qui permettent de recouper, vous nous le dites. Mais attention, il faut rester prudent. C'était un ami qui est Vassil Slepa qui me l'avait dit. D'accord, donc ce sont vos informations qu'on n'est pas en mesure de recouper au moment où on se parle, donc je vous les laisse. Mais c'est en tout cas ce que moi j'en ai entendu, et c'est toujours très très émouvant de les voir, parce que évidemment à travers ces soldats aussi on a toutes nos images de notre histoire ukrainienne. Vous savez que on a connu aussi les goulags, ma grand-tante est allée au goulag, etc. Et on a l'impression qu'à chaque génération on subit des exactions, etc. Et là, chaque vie qui est épargnée et chaque soldat qui retourne à la maison, c'est déjà une victoire. Donc, on espère que pendant tout le week-end, il va y en avoir. Voilà, normalement, cet échange de prisonniers, il doit se poursuivre. Donc, a priori, si tout se passe bien, on vivra également ces événements demain. Général Chovancy, j'ai une question à vous poser. On a entendu Stanislas Poirier nous dire, voilà, les familles, elles sont en quête d'informations, elles veulent garder des photographies, mais on imagine que d'un point de vue militaire, le renseignement aussi est à l'affût. Dès lors qu'on a des prisonniers ukrainiens qui sortent de ces centres de détention, on imagine que le renseignement ukrainien capte des informations également et en récupère. Alors d'abord sur le problème des familles, il faut quand même savoir, si j'ai bien vu un peu ce qui se passait, c'est que même les familles ne savent pas forcément si tout le monde va revenir, parce qu'on ne sait pas qui est mort ou pas. Ouais. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes sur un certain nombre de morts, et finalement c'est presque, quand on voit les vivants revenir, c'est déjà réassurer en quelque sorte ces familles qui ne savaient pas où étaient leurs proches, parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de listes qui ont été communiquées au départ entre les uns et les autres, même s'il y a eu des négociations sur certaines personnes peut-être. Maintenant, sur l'aspect du renseignement, donc, ce qui va arriver à tous ces prisonniers, c'est que déjà, on va les remettre en condition, mais ils vont être débriefés. Mais ce que j'entends quand même sur la catégorisation des prisonniers, ils sont quand même en prison depuis bien longtemps. Oui. Donc ils ne vont pas raconter grand-chose. Néanmoins, 2 à 3 ans. Il y aura une atmosphère qui sera perçue par les services de renseignement. Peut-être que quelques renseignements émergeront au point de vue militaire. Est-ce qu'il doit être fait pareil du côté russe, de toute façon, peut-être façon de savoir un petit peu ce qui s'est passé. Donc ça va aussi documenter peut-être les différentes accusations portées par les Ukrainiens contre les Russes. Et puis il faut quand même vérifier ce qui s'est passé, si les prisonniers ont été bien traités objectivement. C'est la question là. Et j'en parlais quand même qu'il y a aussi un organisme qu'on ne voit plus. Pourtant c'est son métier. C'est le comité international de la Croix-Rouge. Sa mission première, c'est de s'assurer que les blessés sont bien traités avec un degré complet de confidentialité. Ils ne doivent pas dire ce qu'ils ont vu. Néanmoins, ils ont cette responsabilité, pas uniquement morale, de vérifier si les prisonniers sont bien traités. Et c'est vrai que c'est une question qui pourrait être évoquée, parce que finalement, ça fait 3 ans et demi qu'on est en guerre, mais on les avait déjà vus quand même, le CICR intervenir sur un certain nombre de libérations de prisonniers. Mais en effet, c'est intéressant de noter, en tout cas de soulever sur ces images leur apparente discrétion. Je voudrais qu'on écoute le président Zelensky, la manière dont il voit en fait ces échanges massifs de prisonniers. C'est un nombre important, 1000 prisonniers. Le président Zelensky. Il arrive, me dit-on. Aujourd'hui, l'essentiel est que l'échange ait eu lieu. Il s'agit de la première étape du plus grand échange convenu en Turquie. En fait, c'est le seul résultat significatif de la réunion en Turquie. Les Russes bloquent tout le reste. Pour l'instant, ils le bloquent. Mais le retour de nos compatriotes est précisément ce pourquoi nous œuvrons en permanence. Voilà, le président Zelensky, Belik Nabli, résultat significatif, mais peut mieux faire si je le traduis. Il n'a pas l'air très, très confiant pour la suite au-delà de cet échange. Oui, c'est clair. En fait, si un tel échange a eu lieu, c'est que les deux parties avaient intérêt à le faire. Et quel était cet intérêt? C'était d'abord de signifier que ce qui s'est passé en Turquie avait malgré tout un sens, malgré l'échec global de ces négociations. Et il y a un deuxième intérêt, c'est d'envoyer un message aux sociétés civiles des deux pays, dans la capacité de leurs dirigeants à pouvoir obtenir la libération de prisonniers, ce qui est un signe, quelque chose qui traduit une attente naturellement dans toute guerre, et en particulier pour une guerre aussi longue. Donc voilà, l'important c'est d'identifier l'intérêt réciproque dans cet événement. Ensuite, bien sûr, je pense que la question du traitement des prisonniers est une question essentielle. Pour l'instant, on n'a
pas vraiment d'informations, mais c'est l'occasion aussi de rappeler une évidence. Même un prisonnier de guerre a des droits. Ça relève du droit international de la guerre et naturellement, toute violation en la matière serait grave en soi. J'aimerais qu'on écoute le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et je vous poserai une question juste après, Michel Fayad. Nous travaillons actuellement sur la deuxième partie des accords qui prévoit l'élaboration par chacune des parties d'un projet de document définissant les conditions d'un accord de paix global, durable et à long terme. Dès que l'échange de prisonniers de guerre sera achevé, nous serons prêts à remettre à la partie ukrainienne un projet de document similaire que la partie russe finalise actuellement. En quelques mots, si vous le pouvez, Michel Fayad, est-ce que vous croyez à cette position de Sergueï Lavrov? En gros, on échange nos prisonniers, on les récupère et on verra ensuite, peut-être qu'il y aura un accord de paix. L'accord de paix, j'en doute, mais il y aura certainement des propositions russes et qui vont être rejetées par la partie ukrainienne.